Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous espère en forme. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Majesté. Maintenant, vous avez votre couronne posée à côté de vous. Je vous appelle Majesté. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas la fève, mais qu'elle a pris la couronne. Oui, et alors, ça dérange quelqu'un? Ah ben, je crois que l'avocat général va demander votre renvoi au tribunal pénal international. Moi, je suis pour l'Empire. Et voilà. donc, voilà, c'est Cécile le mérite. Voilà, c'est ça. Ah, et le meilleur sera pour vous. Je crois qu'il veut gagner, ou qui c'est qui l'a dit? Là, c'est pas de la corruption active, je ne sais pas ce que c'est. Bah, c'est tout à fait actif, très actif même, en tout cas. Comme Cécile m'a abandonné dans le jeu, je préfère m'en occuper moi-même. Ouais, vous avez bien raison, Philippe Bilger. Virginie Calmel sera avec nous dans quelques instants, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Bonjour Virginie. Bonsoir Virginie, qui est arrivée en Virginie. Bonsoir à tous, excusez-moi vivement les municipales, parce que ça roule mal à Paris. Ça roule mal. De l'art de faire désirer. Et Pascal Giral qui est avec nous, chef d'entreprise. Bonsoir Pascal. Bonsoir et bonsoir à tous. Et on est encore une fois ce soir au Club des Chauves, n'est-ce pas mon cher? Absolument. C'est ça, le Club des Chauves Bah, sur ma gauche. c'est généralement ceux qui ont les neurones qui fonctionnent beaucoup et C'est très ça, bien. c'est ça. Oui, mais ils placent mal leur intelligence. Voilà. Ils la placent vers le bas, paraît-il. C'est ça. Vous permettez? Non. Vous développez? Non, on n'a pas le temps. Laissez tomber, on ne perd pas nos cheveux, on nous les a volés. Allez, vous restez avec nous au sommaire de cette émission. La fraude sociale en France coûte encore plus cher que prévu. En 2025, elle atteint 14 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus qu'en 2024. Et le plus frappant, c'est que plus de la moitié vient des entreprises. Chiffre d'affaires dissimulé, salariés non déclarés. Et on vous pose cette question. 14 milliards de fraude sociale, l'État est-il trop laxiste? Eh bien, vous dites oui, 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi, je dis vivement la mise en place de radars automatiques contre la fraude sociale. Et une réaction, Philippe Bilger? Je ne sais pas s'il faut des radars automatiques. En tout cas, c'est un scandale. Avec vous, Pascal Giral? Oui, complètement. C'est un scandale parce que peut-être que les contrôleurs sont incompétents ou insuffisants. Mais en tout cas, c'est peut-être une manière d'acheter la paix sociale. Avec vous, Virginie La Calmel? fraude, elle prospère là où le système est totalement complexe. On en Donc parlera. simplifions. Et puis la question du soir, après Five Guys, Quick ou Domino's Pizza, KFC franchit donc le pas à son tour du 100% halal dans certains de ses restaurants et exclusivement sur du poulet certifié halal. Et on vous pose cette question. Estimez-vous normal qu'on vous impose de la nourriture halal dans certaines chaînes de restaurants? Eh bien, vous dites non à 100%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je suis contre qu'on impose une nourriture confessionnelle dans un État laïque. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Je suis totalement d'accord. Virginie Et donc, Calmel? je m'interroge alors sur la pertinence de mon accord. Allez, Virginie Totalement Calmel. d'accord aussi. Et Pascal Giral? Oui, complètement d'accord. J'aurais préféré qu'on me donne le choix. Voilà, c'est ça. Et puis à 17h50... Ah. Le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. D'ailleurs, si vous avez des petites annonces, vous pouvez nous les envoyer, comme tous les jours, au jeparticipe@sudradio.fr. Aujourd'hui, j'ai envie de dire femme au volant, mort au tournant. Écoutez. Oui, allô? Hello. Oui, bonjour, je vous appelle pour les 2 Fiat 500 à vendre, accidentés, toujours disponibles? Oui, c'est bien ça. J'ai 2 Fiat 500 épaves. J'en avais une et j'ai eu un accident avec la première. Du coup, j'en ai racheté une deuxième et puis malheureusement, pareil, quoi. Oui, ce qu'on va faire au mieux, j'attends la troisième et je viendrai chercher les 3. Allez, c'est à 10h50 en totalité. En attendant tout de suite le grand débat du jour. C'est une manne financière qui intéresse particulièrement le gouvernement. La fraude sociale représente un énorme manque à gagner. Montant estimé 14 milliards d'euros l'année dernière. La majorité de la fraude, 52%, est liée au travail dissimulé, surtout dans les secteurs du BTP et de l'hôtellerie-restauration. On a beaucoup d'organisations du travail en France avec des donneurs d'ordre et des sous-traitants qui sont quelquefois ce qu'on appelle des entreprises éphémères. Et quand elles vont être contrôlées, elles vont avoir tendance à disparaître. Le reste, 48%, correspond à des tromperies sur les prestations sociales, notamment le RSA ou la prime d'activité perçue de manière abusive. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question du jour, 14 milliards de fraude sociale, l'État est-il trop laxiste, Philippe? Eh bien, pour vous, il est à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et elle n'est pas laxiste. Au 0826 300 300. Et on accueille Mickaël tout de suite en direct de Créteil. Bonsoir, Mickaël. À Créteil. Allez hop.
Créteil. Madame Musquin. Oui, par là-bas, oui. Oui, c'est ça. Michael, à cette question, est-ce que l'État est trop laxiste selon vous ? Alors, oui, il est trop laxiste, mais alors, est-ce que vous voulez aborder seulement la fraude sociale, enfin, le volet de la fraude sociale par les individus, mais aussi celui par les entreprises? Oui, par les deux, en fait, c'est la totalité. Hein, les deux sont aussi condamnables l'un que l'autre. Alors, je vais d'abord aborder celui de l'entreprise. Des individus. Des individus. Oui, s'il vous plaît. En fait, s'il y a de plus en plus de fraude, c'est entre autres parce que le respect pour notre pays s'effrite à mon goût. On déplore, enfin, on constate que le rôle de la religion qui a disparu, dont le rôle était d'insuffler une certaine moralité chez les gens, son rôle n'existe plus. Les gens en général n'ont plus grande moralité, et ce qui fait qu'ils... vous liez ça à la religion, vous? Alors c'est un problème très très profond, mais c'est vrai que le rôle de la religion, qui était de juguler un peu les travers de l'individu, de l'homme, il a complètement disparu. Donc, la moralité de ces individus est maintenant inexistante chez nombre d'entre eux. Et puis, alors, concernant les prestations sociales et les fraudes, elles sont quand même, pas uniquement, mais souvent le fait d'immigrer et de descendre d'immigrés. De toute façon, on part en pub là. Vous restez avec nous, la fraude, elle est généralisée. Il y a de tout, et notamment les entrepreneurs. Il n'a pas dit tous les immigrés. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il nous reste 15 secondes. Vous restez avec nous, Michael. On revient dans un instant. Comme Michael voulait parler, 0826 300 300. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et autour de cette merveilleuse table, Philippe David, bien entendu, Pascal Giral, chef d'entreprise, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, Philippe Bilger, bien entendu, et vous, au 0826 300 300. Et revenez sur ces informations qu'en 2025, le montant des fraudes sociales est donc estimé à 14 milliards d'euros, dont 52% liés au travail dissimulé. Et nous avions Michael de Créteil en ligne. Michael, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'on puisse faire réagir nos vraies voix du jour? Bien, écoutez, les prestations sociales en France, c'est 900 milliards d'euros par an. Oui. Rien que pour la branche famille. Dans ces 900 milliards d'euros... Non, la famille, c'est pas 900 milliards d'euros. Non, ça me paraît beaucoup. Non, la famille, c'est pas 900 milliards d'euros. Il y a Non, les retraites dedans. Non, il y a 900 milliards, ça incorpore les retraites, ça prend tout. Là, c'est pas que la protection sociale, parce que la retraite, pour moi, c'est une rémunération suite à cotisation. D'accord. La fraude, elle représente entre 5 et 6%, ce qui représente 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales par an. C'est énorme. Il y a aussi la fraude à la carte vitale, qui est scandaleuse. Hein. La fraude aux prestations retraite pour des gens qui ne vivent plus en France, ça c'est scandaleux aussi. Il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Alors déjà, je ne vais pas trop m'étaler sur la fraude des individus parce que... Michael, si vous permettez, Michael, on va déjà faire un tour de table pour que les vraies voix puissent aussi partager leur avis. Philippe Villiger. Alors, je rejoins Michael sur le point. Il est vrai que la religion a pu jouer un certain rôle dans le délitement de la morale. Mais au-delà de cela, il y a d'autres causes de la religion répudiation. en général, hein, Philippe. Absolument. En général. Deuxième élément, à une certaine époque, l'obsession, c'était de lutter contre la fraude fiscale, qui était, paraît-il, le sport national français. Et on a sous-estimé longtemps la fraude sociale, en partie parce qu'elle était dénoncée par la droite, voire l'extrême droite, et qu'on considérait que c'était naturellement une offensive contre, par exemple, l'immigration. Mais il faut la combattre avec beaucoup plus d'efficacité qu'on ne le fait, et je pense qu'elle est en effet sous-estimée. Pascal Giral. Oui, moi je pense aussi qu'il y a
plusieurs aspects là-dedans. Hein. Il y a la fraude sociale à un sport national, comme on le disait peut-être, mais aussi ça correspond fraude fiscale et donc fraude sociale aussi, mais aussi ça correspond à une certaine paupérisation de la population qui trouve cette fraude sociale là-dedans une solution pour maintenir leur survie. Et je veux dire, bon, c'est critiquable, mais ça prouve quand même que notre société a un problème avec ça. Ouais, Virginie Calmels. Je crois que c'est vraiment inacceptable. C'est-à-dire que la fraude fiscale comme la fraude sociale sont justement ce qui mine la fameuse justice à laquelle les gens aspirent. Et quand on voit comment malheureusement la dépense publique est mal gérée, comment l'État a mal géré l'argent public et qu'on demande encore des efforts aux citoyens qui, eux, essayent de traverser dans les clous et de bien faire ce qu'ils ont à faire, ça nourrit vraiment une exaspération. Donc non seulement c'est pas normal que l'État soit laxiste, voire à certains moments quand même on a le sentiment que peut-être il y a eu une volonté de ne pas générer trop de chasse aux fraudeurs parce que au nom de la paix sociale, au nom d'un certain nombre de choses, et que aujourd'hui c'est le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol fiscal, c'est le début des gilets jaunes, c'est pourquoi on paye autant d'impôts et pourquoi certains, soit côté fiscal, soit côté social, s'exonèrent et profitent du système au détriment de tous les autres. Et je pense qu'on est arrivé vraiment à un moment de bascule où ce sujet, s'il n'est pas adressé par la classe politique, quels que soient les bords, et Philippe le disait très bien, c'était plutôt un thème de droite, voire d'extrême droite, mais ça doit être un thème de tout le monde parce que c'est un problème citoyen. Il faut lutter contre la fraude. En tout cas, c'est pas maintenant en période électorale que ça va tomber. C'est pas faux. Moi, j'ai pris volontairement l'argument un peu provoque des radars fixes. Quand on veut sanctionner, quand on veut contrôler, on peut. Il faut juste de la volonté et du courage. Alors les automobilistes, ça va, ils cassent rien, etc. Mais excusez-moi, moi je me rappellerai une fois, je fais ma déclaration de TVA, j'étais pas du tout dans les médias, j'étais dans l'éclairage, et il y a eu un mois, j'avais fait beaucoup plus d'exportations que de ventes en France, et donc j'avais un crédit de TVA. 48 heures après, les impôts nous appelaient. Vous vous rendez compte, on comprend pas trop, là, etc. Parce que ce mois-ci, vous payez pas de TVA. Évidemment, j'avais fait beaucoup plus d'exportations. Et comme j'importe... Enfin, voilà. C'était totalement légal. En 2 jours, les impôts me téléphonaient. Alors, quand vous avez des types, parce que dedans, il y a des boîtes, beaucoup de BTP, beaucoup de restauration, de margoulins, et je reste poli, dont on sait qu'ils font travailler du gens au noir, mais qui ne sont jamais contrôlés, et qui plantent des boîtes volontairement en laissant des ardoises, et qu'on les laisse remonter des boîtes. Moi, j'estime que le type plante une boîte, il n'a pas payé son URSSAF, il doit être interdit de monter une boîte pendant 5 ans, 10 ans. Il faut être très, très dur. Parce que, rappelons-nous une chose, le déficit social, c'est 19 milliards, la fraude, c'est 14. Ça fait juste les 3 quarts. Hein. Alors, le manque à gagner lié aux micro-entrepreneurs peut atteindre à peu près de 2 milliards d'euros, ce qui est quand même assez étrange. Il y a aussi peut-être le droit à ne pas savoir. C'est vrai que les gens... Oui, à l'erreur. Dans les gens qui montent des micro-entreprises, c'est jamais très clair. Hein. Vous montez une entreprise, vous êtes tout seul à la monter et il y a plein de choses que vous ne savez pas. Non, mais vous avez, pardon Virginie, vous avez autre chose, c'est l'étrange complaisance du citoyen pour ces fraudes-là. Ouais. Ah non. La fraude, pour la fraude fiscale et sociale, le français, il y a un côté débrouillard chez le français, absolument. Ouais. Non, mais il y a un vrai sujet de complexité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi, alors je dis pas la fraude de bonne foi, mais il y a quand même des dysfonctionnements et il y a quand même une vraie complexité. Bercy, et Philippe le soulignait, Bercy a réussi aujourd'hui d'abord à collecter l'impôt magnifiquement et surtout à tracer, et le prélèvement à la source a été une réussite. Dommage que sur le social, on n'arrive pas, et on va peut-être y aller, peut-être à un débat pour 2027, de dire finalement il y a une prestation sociale unique par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de guichets, il y a tellement de complexité, et puis après il faut appeler un chat un chat. On est au 21e siècle, soi-disant Macron nous promettait la Startup Nation, comment ça se fait qu'on n'a pas une carte vitale biométrique pour chacun? Et là, évidemment, ça lutterait contre une fraude évidente de certains qui utilisent les cartes vitales d'autres personnes. Non, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas donner l'autorisation aussi aux médecins de dire, il y a une carte vitale et il y a 15 personnes derrière. Mais bien sûr, et c'est là où il faut vraiment s'y attaquer. Je pense que ça peut être, justement en période électorale, un vrai sujet parce que les gens en ont marre de payer pour les autres.
Pascal. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas maîtriser cette fraude sociale. J'en reviens à ce que je disais dès le début. Pour moi, il s'agit d'une tolérance sociale pour éviter de mettre le feu aux poudres, parce que on est dans une période où une petite étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Ouais, ce qui est pas faux, hein, c'est certainement ça aussi. Non, mais je crois que de toute façon, comme vous le disiez, Pascal, et je le répète, c'est avant tout une question de courage. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut tout voir, tout savoir à la minute. Comme le disait très justement Virginie, aujourd'hui, les impôts, ils voient tout. Hein. Votre IRPP, votre l'impôt sur le revenu, votre TVA, tout ce que vous voulez, ils l'ont immédiatement. Quand vous en avez une. Oui, maintenant, ils payent même des drones pour aller voir si vous avez une cabane de jardin pour vous faire payer. Parce que vous avez un impôt sur les cabanes de jardin, sur les piscines, etc. Donc, quand on a de la volonté, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dans ce domaine, il n'y a strictement aucune volonté. Aucune volonté. Et je dois dire que moi, je suis très dur. Une entreprise qui fait travailler des gens au noir, ça a beau être un beau restaurant, je dis, monsieur, vous fermez et on saisit, je sais pas, 50% de vos biens personnels. Je peux vous dire que là, ça va vraiment calmer les gens. Vous pouvez me croire. Alors, ils ont commencé à regarder dans des pays de gens qui s'expatrient à l'étranger, d'aller chercher, savoir si ça correspond ou pas. On se rend compte que finalement il y a quand même pas mal de fraude aussi à l'étranger, mais pas assez visiblement, et ça a l'air d'être un petit montant. Non, mais c'est surtout que nous on est le pays le plus redistributeur, hein. Donc on a aussi le plus d'amortisseurs sociaux et on offre le plus de prestations sociales diverses et variées. Donc si on se compare, et forcément chez nous la fraude, elle va avoir des impacts bien supérieurs à des pays qui finalement sont entre guillemets beaucoup moins généreux. Et là encore, la générosité, moi je suis d'accord, notamment comme amortisseur pour des gens qui ont cotisé, qui ont bossé, et c'est bien que là on soit à la rescousse. Mais pour des gens qui fraudent officiellement le système, c'est inadmissible. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le seul contre tous. Philippe David. Il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Vous savez que vous en avez 3 en face de vous là. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème, ce sera même pas suffisant pour me contredire. Philippe David, Philippe Bilger. Pour un plaidé coupable à la mode criminelle. Eh ben on en parle dans un instant. Vous avez des arguments, j'espère, les uns les autres, parce que ça devrait taper dur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Merci en tout cas de votre fidélité avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui est là, qui nous fait coucou Aude. Avec autour de cette table Philippe Bilger aujourd'hui, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, avec Pascal Giral, chef d'entreprise. Et si vous voulez être autour de la table, eh ben vous êtes les bienvenus aussi, bien entendu. Allez tout de suite, le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on va commencer par notre Philippe David national. Avec un sujet qui devrait faire réagir. Oui, alors j'ai lu ce matin dans la presse... Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui, que je sache lire, ça c'est déjà un miracle. C'est bien. Que Éric Coquerel, alors je ne suis pas toujours d'accord avec lui, disait qu'il y avait des gens très fortunés qui ne payaient pas l'IRPP, l'impôt sur le revenu. Il a demandé des documents à Bercy, mais Bercy n'est pas très chaud dans ce domaine, et moi je plaide pour une chose, mais je l'avais déjà dit il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans dans Les Vraies Voix. Étonnamment, vous répétez. Parce que malheureusement, plus ça va, plus je pense que j'ai raison. Il s'auto-persuade. Je pense qu'aujourd'hui, il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, on le remplacera parce que vu l'état des finances publiques, on peut pas faire autrement. Mais déjà, il y a une chose. C'est vrai que des gens très fortunés, a priori, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais tout a été fait pour, quand on a fait le PFU, c'est Macron, le prélèvement forfaitaire unique. Moi, je connais des gens qui me disent, Philippe, je ne prends plus de salaire, je me prends que des dividendes à l'année, et j'ai 30% d'impôts. Impôts et cotisations sociales, c'est 30%, 12,8% d'impôts et 17,2% de cotisations sociales. C'est-à-dire que même si vous prenez 1 million de dividendes, après s'être acquitté de l'IS. N'oublions jamais. On oublie toujours de comparer des choses. Oui, mais excusez-moi, mais quand vous prenez un salaire, c'est après vous êtes acquitté des cotisations sociales aussi entre le but brut et net. On est d'accord. Donc ça veut dire que là, vous allez payer, même sur 1 million d'euros, 12,8% d'impôt sur le revenu, alors que le taux la tranche la plus basse, est à 14%. Deuxièmement, il y a en France, seulement 44% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Vous prenez un pays comme l'Allemagne, c'est le double. Alors il y a quand même un souci. Moi je pense qu'il y a 44% de foyers qu'on devrait appeler les couillons en France. Soit dit en passant, parce que c'est inadmissible que moins de la moitié de les gens payent l'impôt sur le revenu. Et c'est pour ça, maintenant, avec tous les artifices, il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Et si on a le temps, je vous dirai par quoi je le remplace. Pascal Giral, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je prône pour exactement le contraire.
contraire, je suis pour les vertus contributrices de l'impôt sur le revenu. Alors, moduler un barème parce que celui qui existe à l'heure actuelle n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais le supprimer totalement, remplacer par quoi? Comment? Pourquoi? De quelle manière? Alors que en faire payer à tout le monde, ne serait-ce qu'un peu, c'est un peu concerner la population aux finances de la nation. Mais il faudrait que tout le monde le paye alors. Oui. Alors moi, je suis évidemment favorable à ce que tout le monde le paye, comme vient de dire Cécile. C'est-à-dire, je pense que la vertu, ce serait d'avoir une vraie progressivité. Même si on vous dit que commence... payer la TVA est une sorte d'impôt que tout le monde paye. Oui, mais c'est encore autre chose. C'est la consommation, on peut la réguler. Là, moi, je serais d'avis que tout le monde paye, parce qu'on voit bien quand même que quand il n'y a que 44%, dès qu'on parle d'impôts, bah forcément, vous avez le reste de la population qui considère que c'est bien d'augmenter les impôts. Donc, première remarque, oui, il faudrait que tout le monde le paye. Tout le monde le paye à proportion, c'est-à-dire évidemment les plus faibles revenus, même qu'un euro symbolique, pour rappeler qu'au fond, on contribue par son travail au financement du modèle social. Maintenant, il y a des pays qui n'ont pas du tout d'impôt sur le revenu et qui s'en portent finalement pas plus mal. Simplement, notre sujet, c'est le fameux financement du modèle social français. Donc, à un moment donné, on a décidé que ça devait porter que sur le travail. Donc, c'est l'impôt, effectivement, sur le revenu qui fait que ça taxe les actifs pour financer tout le reste. Donc, moi, je crois quand même que derrière cette proposition, il y a quelque chose de très intéressant, c'est une remise à plat de la fiscalité, parce qu'on voit bien qu'elle est finalement inégalitaire. Et effectivement, c'est Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, qui a déclaré là dans l'IB qu'il y avait des super riches qui payaient zéro, et on le sait. Le sujet, c'est qu'on va encore faire du populisme à vouloir aller contre très peu de gens qui payent pas l'impôt, mais le sujet, c'est le modèle social, et c'est des milliards à aller chercher. Philippe, voilà. Si j'étais égoïste, je dirais je suis à fond pour votre position. Mais vous me connaissez. S'il y a quelqu'un qui est altruiste, c'est bien moi. Bien sûr. Eh bien, non, plus sérieusement, je rejoins ce qu'ont dit nos amis. Le fait que le scandale, c'est que seulement 44% des gens le payent et pas les autres. Et donc, il faudrait, comme vous l'avez dit, Virginie, au moins une petite contribution de tout le monde. Et si je tombais dans le panneau habituel, je pourrais vous reprocher, mon cher Philippe, de remettre au goût du jour une position qui avait été prise par le scandaleux Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. Oui, c'était il y a près de 50 ans, Voilà. un peu plus de 40 ans, Et mais alors, peu importe. vous le remplacez par quoi? Ah ben moi, alors, je vais vous dire... Alors Quelles déjà, sont vos propositions? j'ai une proposition, mais je vais Allez-y. déjà répondre à nos amis qui disent que tout le monde doit le payer. C'était une proposition qui avait été faite par Marc Blondel, à l'époque où il était le patron de Force Ouvrière, le syndicat, et on lui avait répondu que le coût de faire des dossiers d'impôts dans les centres d'impôts et à Bercy, notamment, si vous payiez 10 € d'impôts par an, ça coûtait plus cher, et que donc ça n'avait aucun intérêt. Oui, mais là, ça a changé. La numérisation, le prélèvement à la source, etc. Gérer ça a un dossier changé, pour quelqu'un qui va payer 10 €, ça va... On est des professionnels de la collecte d'impôts, c'est ce qui... Mais on va augmenter la base de travail et pour gagner 2 €, ça sert à rien. Alors là, je vais faire scandale. Moi, je suis pour une hausse de la TVA. Parce que la TVA, en fait, c'est un impôt sur le revenu. Je vous prends un exemple. Vous achetez une Twingo d'occasion. Vous payez pas de TVA. Vous achetez une Ferrari neuve. Vous payez 50, 60, 100 000 € de TVA et je vous parle même pas du malus écologique. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on dit, la TVA est un impôt sur le revenu. Parce que plus vous avez d'argent, plus vous consommez, plus vous payez. Donc, on me dit que c'est injuste que tout le monde le paye. Non, c'est juste, parce que tout le monde le paye. C'est toute la différence. Alors, je suis pas complètement opposée à ce que vient de dire Philippe une fois encore, parce que je pense que c'est une des solutions. C'est de comparer aussi les trains de vie et de se dire que quelqu'un qui fait tout un mécanisme hyper complexe pour échapper à l'impôt sur le revenu, oui, mais il consomme et il a un train de vie. Donc, est-ce qu'il faut pas aller vers même un forfait, comme d'autres pays le font, hein, c'est-à-dire pourquoi ils accueillent nos riches ailleurs, c'est parce qu'ils disent, allez, il y a un forfait par an et basta, quel que soit le niveau de revenu. Mais c'est intéressant de se dire qu'il faut peut-être changer de modèle, parce que le modèle, il va pas. C'est fini. Malheureusement, c'est fini. Et on attend le gong. Non, on peut. Ah bah disons, il est long le gong. Il reste encore 5 secondes. Bon, ça va. Vous pourriez rendre hommage à la capacité de persuasion quand même. Ouais, c'est fou. Philippe Bilger, vous dites être favorable à un plaidé coupable criminel à la française. Alors, je n'étais pas favorable à la création des cours de criminels parce que je considérais qu'on voulait se débarrasser du jury populaire. En revanche, je suis assez convaincu par la conférence des procureurs généraux qui ont dit que la double conséquence du mouvement MeToo et justement de l'instauration des cours criminels
a augmenté de manière hallucinante le retard en matière criminelle. On ne peut plus supporter que des affaires criminelles soient jugées après des années de retard et par conséquent, il propose un plaidé coupable en matière criminelle à partir du moment où l'accusé reconnaît absolument les faits qui lui sont reprochés. Et je trouve qu'à partir du moment où on a des garanties, homologation par une cour d'assises, ça peut être une manière efficace et sans doute équitable de régler un retard qui est inadmissible pour les victimes ou les familles de ces victimes en matière criminelle, parce qu'elles n'auront jamais justice avant des années. Donc il faut être pour. Alors, moi je suis pas pour, parce que déjà je pense que... Alors déjà les cours criminels, j'étais pas pour non plus. Moi j'étais pour qu'on maintienne le jury populaire pour les crimes et qu'on maintienne les tribunaux correctionnels pour les délits. Et en plus, le pire, c'est qu'on a délictualisé des crimes. Je pense notamment à des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle. Moi, je suis pas pour le plaider coupable parce que j'estime qu'un palais de justice n'est pas un confessionnal où on va dire voilà mon père, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de plaider coupable, il y a le pour, le contre et on juge. Voilà. Pascal Giral. Oui, dans votre esprit, Philippe, le plaider coupable, c'est dans le but de réduire les délais. Ah, absolument. De simplifier. Et la peine Et la peine La peine, mais on la discute entre un procureur et l'avocat, et c'est homologué par une cour d'assises à partir du moment, j'insiste, où l'accusé reconnaît totalement les faits. Eh bien, on gagne un temps fou et ça n'est pas scandaleux. Donc, semble-t-il. On est dans une position transactionnelle entre le... Voilà. Ok, bah, pourquoi pas. Ouais. Bon, ça n'enlève rien à la faute. Hein, on est d'accord. Non, et puis surtout, ça n'interdit pas de faire des procès selon le vœu de Philippe, criminels, pour des affaires contestées, extrêmement graves, où il n'y a pas d'accord possible. Mais est-ce que quand il y a un accord, il y a une peine qui est diminuée ? Probablement. Aux États-Unis. Alors, c'est pour ça que c'est parce qu'en général, aux États-Unis, oui. Si vous faites plaider coupable, là, je peux vous prendre un exemple. Mais j'aimais ça, au contraire. Je vous prends un exemple, Cécile. Dans certains États américains, pour un crime où vous risquez la peine de mort, vous faites un plaidé coupable, c'est tout de suite jugé perpétuité réelle. Et si vous allez au vrai procès, là, vous risquez la peine de mort. Donc la peine est diminuée de facto dans certains États américains. Mais vous êtes coupable quand même. Ah mais on est bien d'accord. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Mais j'aime énormément le système américain qu'on a compliqué en France. On a déjà un procédé de plaider coupable en matière correctionnelle pour certaines affaires. Et il est très utilisé. C'est très bien de pouvoir avoir une discussion entre une défense et une accusation et de supprimer parfois des infractions un peu superfétatoires. Mais je conçois qu'on puisse franchement, je pense que vu l'encombrement des tribunaux et la justice, c'est une piste quand même très intéressante. Moi, j'irais même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a le plaidé coupable, mais il y a aussi quand il y a zéro doute. Par exemple, je pense au type qui conduisait un camion sur la promenade des Anglais à Nice. On se dit que quand même, si la personne est vivante, elle a un procès qui va coûter des millions, etc. Alors, on dit que pour les victimes, c'est important, mais dans votre cas, il y a procès. Les victimes vont quand même pouvoir effectivement avoir ce processus, mais on gagnerait du temps à dire qu'en fait il n'y a pas de débat. Voilà. Soit parce que la personne a totalement reconnu les faits, soit parce que les caméras, l'ADN, etc. font qu'il y a 100% de certitude. Et je pense que la justice, il me semble, a besoin de se moderniser pour accélérer sur ces sujets, parce que le débat n'a pas de sens en fait. La vraie question, c'est avéré. Comment se fait-il que quand quelqu'un commet un acte délictuel ou un crime en Angleterre, il est jugé à la vitesse grand V, alors qu'en France, ça met des années et des années. Moi, plutôt que changer les procédures, je pense qu'il faudrait les simplifier. Déjà les procédures, les simplifier massivement, notamment pour les forces de l'ordre, parce qu'il manque une virgule, la procédure est annulée. Ça c'est sûr. On est bien d'accord. Et deuxièmement, ça c'est une question de volonté politique, je sais, il n'y a plus d'argent, mettre plus de magistrats, plus de greffiers, etc., pour pouvoir juger beaucoup plus vite. Je crois pas, on a le temps là, il reste 50 secondes.
Je rejoins absolument Virginie. Votre point de vue, moi, si j'avais été en charge de quoi que ce soit dans ce domaine, j'aurais remplacé les critères judiciaires par est-ce contestable ou incontestable. Et avec votre système, on aurait jugé extrêmement vite un grand nombre d'affaires. Merci beaucoup Philippe Bilger. Et moi j'avoue que je suis pour la criminalisation de la fraude au qui c'est qui l'a dit. Ah oui, vous avez bien raison. Oui, mais alors, et de l'arbitrage à une certaine Merci à vous. Juste petite info, la motion de censure de la France Insoumise a été refusée par les députés. Vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. On reviendra sur ces agriculteurs qui se sont mobilisés donc ce mercredi à Toulouse malgré l'interdiction de la manifestation agricole. Le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon, a été interpellé ce matin. On en parle avec Christine Bouillot dans quelques instants qui est en direct avec nous sur place. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table avec Philippe David, Philippe Bilger bien entendu, Virginie Calmels qui est présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, Pascal Gérald, chef d'entreprise, et vous, certainement au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, cette émission est faite pour vous et par vous. Parlons vrai. Et tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et les agriculteurs se sont mobilisés ce mercredi à Toulouse malgré l'interdiction de la manifestation agricole. 8 personnes ont été interpellées. Le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon, a été interpellé ce matin en tant qu'organisateur de la manifestation toulousaine. Avec nous pour en parler, Christine Bouillot, reporter sur Sud Radio. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Merci Bonsoir. en tout cas d'être là avec nous. Jusqu'ici, il y avait une tolérance, c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que cette interpellation marque un durcissement sur la réponse de l'État face au monde agricole ? En tous les cas, c'est vécu comme tel par les agriculteurs qui manifestent ici en Occitanie, rappelons-le, depuis plus d'un mois, depuis le début de la crise de la dermatose nodulaire. Cette interpellation, notamment aujourd'hui, de 2 responsables syndicaux ou des leaders du mouvement, est vécue véritablement comme une attaque frontale à la liberté de manifester de la part de ces agriculteurs. Alors certes, vous l'avez dit Cécile, la manifestation avait été, comme la semaine dernière, interdite par le préfet, interdiction absolue de se déplacer avec des tracteurs sur l'ensemble de l'agglomération toulousaine. Et donc, c'est pour ces raisons-là que les agriculteurs aujourd'hui ne comprennent pas la réponse de la part du préfet de région qui nous disait hier encore qu'il était absolument nécessaire de laisser les axes principaux libres de circulation pour les Toulousains et que donc il n'était pas question de laisser entrer une nouvelle fois les agriculteurs dans Toulouse. Donc effectivement, pour les agriculteurs à Toulouse, c'est vécu comme une attaque frontale à cette liberté, effectivement une douche froide, un durcissement, une réponse en tous les cas pas adaptée à leur désarroi. Lionel Candelon, dernière précision, Cécile, vient d'être libéré à l'issue de 7 heures de garde à vue sans aucune charge retenue contre lui. 7 heures de garde à vue, c'est long. Est-ce que, Christine, vous n'avez pas l'impression que cette répression de très courte durée, cette garde à vue de 7 heures, était plutôt symbolique qu'effective pour montrer que l'État ne cède pas forcément ? Vous avez sans doute raison, Philippe, parce que en tous les cas, pour l'autorité de l'État, pour la ministre de l'Agriculture, pour le gouvernement, pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre, il est vrai aussi que des réponses, en tous les cas, des messages sont envoyés dans le sens de vouloir améliorer le quotidien et la situation des agriculteurs. Ce qui est difficile aujourd'hui pour eux, c'est le décalage entre ces annonces et la réalité de ce que ça provoque sur le terrain et dans les exploitations. D'où cette exaspération, ces mouvements, on va dire sporadiques, chaque année, ou en tous les cas tous les 2 ans, autour d'une crise majeure qui était là effectivement une crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, de vouloir dire aux agriculteurs non, vous ne pouvez pas manifester comme vous le voulez, n'importe comment et à tout bout de champ, c'est aussi une forme de réponse du tac au tac presque entre le préfet, autorité de l'État, et les agriculteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dissonance trop forte entre les syndicats ? Parce qu'entre ceux qui se retirent, ceux qui restent sur place, on sent qu'il y a quand même une dilution de l'information et de la gestion, en tout cas du monde agricole. Les agriculteurs ont toujours eu l'habitude de défiler avec leurs tracteurs. C'est la symbolique, c'est comme ça qu'ils font. On déverse du fumier, on repeint une façade de préfecture. J'allais dire, c'est pas péjoratif.
c'est pas péjoratif de ma part, mais c'est un peu le folklore de la manifestation agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs cherchent d'autres modes de manifestation pour se faire entendre et faire remonter des problématiques qui sont multiples. Il y a certes des demandes qui reviennent régulièrement, en tous les cas qui sont très clairement affichées, mais les problématiques sont tellement grandes aujourd'hui, le désarroi l'est tout autant. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ça fait un énorme gâteau qui est difficile aujourd'hui à digérer en fait dans une seule réponse de la part de l'autorité et de la part du gouvernement. Est-ce que les agriculteurs pensent pas que cette interpellation au lendemain de la levée du barrage de la 64 était peut-être pas faite dans le meilleur timing? Oui, ça c'est clair. Alors c'est pas ça qui les a beaucoup choqués, c'est le défilé des tracteurs de la FNSEA hier dans les rues de Paris, escortés sans aucun problème, sans aucune interpellation, alors que ça avait été compliqué pour ceux qui étaient à Paris la semaine dernière, et le traitement aujourd'hui sur le terrain qui est effectivement avec une très grosse présence de gendarmerie, de policiers pour empêcher la venue des tracteurs dans le centre-ville de Toulouse. Ça a été très rapidement cette nuit, il y a eu une dizaine de tracteurs qui ont pu rentrer parce qu'ils sont arrivés avant le début de l'interdiction de manifester et ils ont très rapidement interpellé et exfiltré à l'extérieur de Toulouse. Et visiblement, il y aurait une action en cours aujourd'hui, là, en ce moment même, devant le ministère de l'Agriculture. Pascal Gérald. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que le mouvement est toujours aussi considérable ou est-ce que on ne voit que les mouvements spectaculaires et est-ce que la dimension de la mobilisation des agriculteurs est toujours identique à celle du début ? Elle est identique à celle du début. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y a absolument aucune envie de leur part de baisser les bras et de dire on va arrêter parce qu'on a obtenu une aide, un prêt bonifié ou quelque chose qui pourrait arranger un tout petit peu la trésorerie à court terme. Il y a véritablement un problème de fond très profond. Et en plus de ça, et ça le gouvernement, je pense qu'il le sait parfaitement, il y a un soutien populaire absolument colossal. Tous les Toulousains aujourd'hui qui ont été bloqués, que j'ai pu croiser, y compris la semaine dernière, nous ont tous dit la même chose. Alors oui, on est bloqué, on est empêché, on est là dans notre voiture pendant 1 heure à attendre que ça se débloque, mais on comprend, on est absolument solidaire des agriculteurs. Merci 1000 fois Christine Bouillot pour ce rapport très organisé et très précis. Merci beaucoup. Allez, tout de suite. C'est l'anti-arnaque. Flavio est avec nous. Flavio, comment ça va? Ça va très bien, et vous? On est tellement content de vous avoir. Vous nous avez fait tellement rire tout à l'heure déjà dans le teasing. J'ai envie de vous dire, le bon Flavio est de retour avec l'arnaque du siècle encore une fois. C'est ça. Enfin, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin un peu spéciale. Ouais. 2 véhicules identiques, même marque, même modèle, mis en vente ensemble, donc sur la même annonce. Oui. Forcément, ça intrigue et donc j'ai passé un coup de fil. Oui, bien sûr. Bien sûr, il a flairé le bon coup. Allez, on écoute. Oui, allô? Hello. Oui, bonjour, je vous appelle pour les 2 Fiat 500 à vendre, accidentés, toujours disponibles? Oui, toujours disponible, oui. Ouais, alors si j'ai bien compris, c'est 2 Fiat 500, donc le même modèle à peu près, à vendre. Oui, c'est bien ça. J'ai 2 Fiat 500 épaves. J'en avais une et j'ai eu un accident avec la première. Du coup, j'en ai racheté une deuxième et puis malheureusement, pareil, quoi. Aussi un accident. Ouais, ce qu'on va faire au mieux, ça va me permettre de gagner également du temps. J'attends la troisième et je viendrai chercher les 3. Comment ça, les 3? Et là, vous avez dû racheter un nouveau véhicule, non? Vous achetez quoi comme véhicule? Oui, j'ai racheté une autre Fiat 500. Voilà. Vous m'appelez quand la troisième est accidentée, puis je viens chercher les 3. Ça m'évite de faire un aller-retour en plus et on négociera le prix au mieux. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Allez, fous-toi de ma gueule. Hein. Allez, salut. C'est énorme, mais j'adore ça, moi. Est-ce que cette femme avait le permis de conduire? C'est pour un ami. Vous pouvez pas dire ça. Moi, je peux le dire, mais vous pouvez pas le dire. Non, ça aurait été un homme, j'aurais dit la même chose. Hein. Flavio, vous savez quoi? Je plains son assurance. Ouais. C'est ça. Il y a l'assureur qui avec un concessionnaire Fiat, donc c'est on sait pas. Ça se trouve, c'est ça. Il y a le commercial du coin qui doit se faire pas mal d'argent. Oui. Il doit la bénir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh, encore Madame Michu. Bonjour Madame, vous êtes déjà venue la semaine dernière.
Merci Flavio. Elle est déjà Merci, allez, on se retrouve demain, même heure, bien entendu. Vous pouvez la réécouter sur nos podcasts et bien entendu aller sur le compte Instagram de Le Bon Flavio. Vous allez voir, il y en a des milliers, mais c'est à mourir de rire. Allez, on se retrouve demain. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je me demande si dans certaines maisons d'édition, pour des livres scolaires, il y a un comité de relecture. Alors, en voyant certaines choses, je me demande s'il y a vraiment des gens qui relisent. Ou alors, Et même de lecture. Oui, vous êtes encore plus méchant que moi. Allez, à tout de suite. Bienvenue. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais oui, c'est les vraies voix. Mais oui. D'ailleurs, on devrait dire ce sont les vraies voix. Oui, on devrait le dire, mais on ne le dit pas. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ils sont là. Philippe Bilger avec nous, président de l'Institut de la Parole. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est très beau, c'est beau. C'est beau. L'Institut de la Parole, on parle donc. Oui, on parle. C'est bien. Ma chère Cécile. Comme ça, moi, je passe parfois, si vous avez des noms de sociétés en disant c'est ça, bah non, pas du tout. Ah bon, d'accord, ok, bah là au moins on parle. Voilà ça. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et vous avez le temps de venir vos vraies voix? Et les journées sont bien remplies. Mais je vous aime tellement. Mais c'est réciproque. Oui, chouchou. Elle Pascal apporte Giral, beaucoup. Chef d'entreprise. Chef. Et vous cheffez? J'essaie. J'essaie de faire au mieux. Un chef, c'est fait pour cheffer, Jacques Chirac. Exactement. Et en attendant, un râleur est fait pour râler. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, le village de Vanves, dans les Hauts-de-Seine, qui est limitrophe de la capitale. Pourquoi Vanves? Parce que c'est là que se trouvent les éditions Hachette et que les écrits contenus dans un manuel de révision du baccalauréat m'ont fait sortir de mes gonds et pas que, puisque la réaction épidermique a atteint le palais de l'Élysée. Mais quels sont ces propos qui ont pu attirer une réaction du chef de l'État, l'intéressé n'ayant pas dans ses fonctions la relecture des manuels scolaires? Dans ce manuel, le pogrom du 7 octobre 2023 est relaté ainsi. Début de citation. En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. Des propos surréalistes qualifiant de colons des personnes vivant dans leur propre pays et oubliant que parmi les victimes du festival Nova, il y avait des jeunes étrangers simplement venus faire la fête. Des propos honteux parlant de mort en omettant que les victimes ont été assassinées, torturés, éventrés, violés et leur corps exhibés, et que parmi ces victimes se trouvaient des enfants, le visage poupon de Kfir Bibas étant encore dans toutes les mémoires. Des propos odieux puisque le Hamas n'est même pas qualifié de terroriste alors qu'il est reconnu comme entité terroriste par l'Union européenne et que le terme de pogrom n'est pas utilisé alors qu'il s'agit du plus grand pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a tweeté ces mots, début de citation, « Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits, c'est intolérable. Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre, le révisionnisme n'a pas sa place en République. J'ai demandé au gouvernement de prendre des mesures. » Fin de citation. Tandis qu'Hachette a retiré les exemplaires restants à la vente en publiant une lettre d'excuse affirmant qu'une enquête interne était en cours. On attend avec impatience les résultats de l'enquête et on est encore plus impatient de voir les sanctions. L'indignation est générale et Lagardère a dit qu'il partageait l'indignation et qu'il regrettait que ce soit passé. Ils ont retiré tout. C'est pour une fois, il y a un consensus dans l'indignation. Ouais. Personne ne va dire « Ah, c'est scandaleux, il y a une censure ». Comment un truc comme ça a pu passer? Parce que ça s'appelle le noyautage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut se rendre compte que c'est pas une erreur, que c'est une volonté avec des gens qui, petit à petit, que ce soit pour les manuels scolaires, mais il y a pas que ce manuel-là, où on a changé les prénoms, enfin, il y a une volonté à certains moments d'influencer la pensée, et notamment sur les jeunes, c'est quand même dramatique, parce que là, il y a moins de prise de recul, et donc c'est grave. Mais c'est sciemment, c'est pas une erreur. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Ça s'appelle le trotskisme. Ce qu'ils vont certainement plaider, d'ailleurs, l'erreur.
Oui, mais c'est là où il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Parce que ça, c'est pas une erreur. Ça, c'est une idéologie, c'est une position politique, c'est tout sauf une erreur, et c'est une volonté d'induire en erreur nos jeunes sur des faits qui se sont passés. C'est grave. Pascal Gérald. Moi, benoîtement, je croyais que dans ces grandes maisons, il y avait des comités d'éthique. Et visiblement, le comité d'éthique n'a pas fait son boulot, parce que c'est quand même un peu gros comme une maison. Pour une grande maison comme ça, mais je sais pas comment ça a pu passer. De relecteurs en interne, ça, je ne sais pas. En tout cas, si c'est... Il y en a de moins en moins, même dans les grandes maisons. Mais là, Pascal, c'est même pas l'éthique, c'est d'abord l'information. Oui. Mais vous avez raison. Alors l'éthique, c'est beaucoup demandé après. L'étape d'après. Non mais comment peut-on écrire des choses pareilles? Et le pire, c'est qu'après, j'ai pas voulu être trop long, on inverse l'accusation, on dit que c'est de leur faute ce qui s'est passé à Gaza, sans rappeler simplement que si les otages avaient été libérés et les corps des otages rendus, il n'y aurait plus d'action militaire sur Gaza, soit dit en passant. Hein. Mais ça, bizarrement, ça a été oublié. Oui, mais ça a été imprimé. Donc plus c'est gros, plus ça passe. Et quelque part, c'est passé. Voilà, donc c'est ça qui est grave. C'est que ça a été entre des mains. Sur un tel sujet. Ah oui, c'est vraiment grave. On est à peu près assuré d'avoir parfois une approbation un peu délétère. C'est très grave. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La question du soir. Au nom du respect de la diversité, KFC va donc proposer une offre 100% halal dans 24 restaurants dès le 21 janvier, avec cette question du soir, Philippe. Et on vous pose cette question. Estimez-vous normal qu'on vous impose de la nourriture halal dans certaines chaînes de restaurants? Eh bien, vous dites non à 95%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et moi, je pense que la religion ne doit pas être imposée aux gens qui n'ont pas de religion ou d'autres religions dans les restaurants. Que dit notre chef d'entreprise, Pascal Gérald? Oui, qu'on ait le choix entre la nourriture halal et autre chose, pourquoi pas. Comme on a le choix entre de la nourriture végane ou la nourriture carnée. Mais bon. Je pense que ce qui est très 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 important, c'est que ce soit écrit en toutes lettres sur le fronton du restaurant, sur le menu, etc. Que les gens soient informés. Philippe David? Je déteste ceux qui m'ont imposé. Ah voilà, on en parle dans un instant. Et vous, est-ce que vous iriez ou pas? Vous nous le dites. C'est le numéro de téléphone 0826 300 300, et c'est Aude qui est avec nous ce soir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est très heureux de vous accueillir tous les jours au 0826 300 300. En tout cas, merci de votre fidélité. La question du soir aujourd'hui, avec autour de cette table Philippe Bilger, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, et Pascal Gérald, chef d'entreprise. Estimez-vous normal qu'on vous impose de la nourriture halal dans certaines chaînes de restaurants? Pour l'instant, vous dites quoi? Non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Eh bien, venez nous le dire. Après Quick et certains Five Guys, KFC serait en passe de devenir 100% halal à partir du 21 janvier prochain. On avait une petite question, est-ce que c'est halal du coup ici ou pas du tout? Vous en avez certains qui sont halal et d'autres pas halal, ou ils sont aucun n'est halal Ok, d'accord, à partir du 21 janvier. Ok, alors, ils seront tous passés en halal, ou ça va être Ok, en fonction des quartiers, etc. Mais dans la réalité, certains KFC servent déjà du halal, principalement dans les grandes agglomérations et autour. Un restaurant n'a pas l'obligation légale d'informer le client que la nourriture qu'il sert est halal. Les vraies voix Sud Radio. Avec Achour qui est avec nous, qui nous appelle d'Evry. Bonsoir Achour, au 0826 300 300, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Achour, quel est votre avis sur le fait qu'on impose? Mon avis imposé, j'ai envie de dire, personne n'impose, libre à chacun d'aller manger là-bas. Maintenant, oui, ça serait bien qu'ils proposent à la fois halal ou halal, j'ai envie de dire. Avant, KFC n'était pas halal, donc ils avaient une catégorie de clients. Et étant donné qu'il fallait au niveau marketing et au niveau pouvoir, au niveau business, augmenter la possibilité d'avoir plus de clients, donc augmenter le chiffre d'affaires, passer au halal, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais par contre, ça peut faire fuir dans l'autre sens. D'accord? Bah oui. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose. Peut-être qui va faire rebondir et qui va peut-être choquer beaucoup. Je suis musulman, mais je ne mange pas halal. Pourquoi? Je m'exprime. Toutes les fast-foods, en majorité, surtout les poulets frits, les kebabs, tout ça, etc. Et certaines boucheries halal, qui en plus proposent de la quantité énorme, c'est pas en France qu'ils se produisent. C'est en Ukraine et en Pologne, là où que la viande, justement, j'ai pas envie de la bouffer, elle est pleine d'hormones, d'antibiotiques et compagnie. Donc moi, je vois ma santé avant tout. Donc je laisse cette merde aux autres, je suis peut-être musulman, mais tant que la viande, elle n'est pas
certifié, élevé en France avec un éleveur français, qui à mon avis doit se compter sur les doigts d'une main en France. On a encore quelques éleveurs, heureusement. Oui, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que quand une restauration rapide propose des menus pas très chers, avec du poulet et je suis désolé, c'est pas de la viande française, c'est pas le même coup. Ouais. Pour moi, j'ai même vu un reportage, ça vient de Pologne et d'Ukraine. Ouais. C'est là où ils vendent de la merde, quoi. Ouais. Restez avec nous, Achour. C'est vrai que quand on entendait dans le son que de dire qu'on n'est pas obligé de le dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non. C'est ça qui me pose problème. C'est ça qui me choque le plus. C'est une vraie catastrophe. Parce que là encore, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, il y a des restaurants cachers, il peut y avoir des restaurants halal, mais à condition que le client soit parfaitement informé, que ça figure sur le fronton, que ce soit clair sur la carte. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de prétendre qu'on n'aurait pas d'obligation de le dire. Là, c'est terrible. Et notamment pour ceux dont la religion leur impose de manger justement X, Y, Z, exactement. Là, c'est en plus, c'est vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire qu'à leur insu, ils ont mangé de la viande halal ou une nourriture cachère. Donc, je suis très choquée par cette non-obligation. C'est pour ça que le droit est quand même souvent pose question. Voilà. Oui. Et au-delà du droit, il y a le fait que les clients ont un devoir d'information. Maintenant, qu'une chaîne décide de faire du halal, elle verra bien si ses revenus augmentent ou si au contraire elle perd beaucoup de clients. Pascal Gérald. Oui, c'est hallucinant parce que quand on sait que le moindre morceau de viande doit être traçable pour éviter tout un tas d'épidémies, on se demande pourquoi le halal ne le serait pas. Ouais. Bon, c'est incompréhensible. Alors, au-delà de ça, on peut raisonner sur différentes autres. Enfin, il est traçable, mais c'est pas indiqué si jamais quelqu'un est malade, mais c'est pas indiqué sur le restaurant. Voilà. Dans les bons restaurants, on indique d'où vient la viande quand c'est pas halal, par exemple. Donc, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour le halal. Et ça sous-entend qu'il y aurait une honte à dire que c'est halal. Non, il n'y a pas de honte non plus. Il y en a pour tout le monde. Oui, alors je vais choquer, je rêverais d'un monde où la nourriture serait un lien universel, où en réalité, malgré le fait que je suis catholique de culture, mon Dieu, je ne serais pas choqué puisque je ne respecte pas les règles du poisson de vendredi, que la nourriture soit perçue comme quelque chose au-delà de toute foi religieuse. Mais je rejoins ce qu'a dit Virginie, moi, à la limite, qu'il y ait de la halal quelque part, ce que je veux, c'est avoir le droit de manger autre chose et qu'on ne m'impose pas une nourriture que je ne veux pas. Ce qui est faux, c'est le 100%. C'est ça qui est compliqué. Alors, est-ce que c'est vous dise vraiment moi, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y a pour une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années, j'étais à Toulouse, on peut citer une enseigne ou pas? Bah oui. Le Quick du quartier du Mirail à Toulouse était passé 100% là, c'était le premier de France. Non, mais il y a plus de 20 ans. Était passé. Alors, moi, à la rigueur, c'est la loi du marché, parce que c'est des multinationales. KFC, s'ils disent dans ce quartier, tout le monde veut du halal, évidemment, ils font du halal. Mais moi, ce que je veux, c'est le droit au choix et surtout le droit à l'information. Parce que je rappelle que quand on mange halal ou cachère, on subventionne un culte et que on n'est pas obligé de vouloir de payer pour un culte qui n'est pas le sien. Voilà. Mais surtout, il y a des gens qui ne veulent pas, la façon dont sont tués les animaux, ils ne veulent pas ça, ils ont le droit de le choisir. Patrick est avec nous au 0826 300. Achour est toujours avec nous, si vous voulez réagir, Achour. Mais Patrick d'abord. Bonsoir Patrick, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, pour cette question de KFC, ne pose pas réellement de problème du fait que KFC lance ce slogan, au niveau commercial et sur le point business. Mais le problème, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que avec KFC, il y a aussi beaucoup de restaurants ne servent pas d'alcool ou autre, etc. Mais il faut savoir aussi que le poulet, vous savez, quand on va dans les abattoirs, comment qu'il est tué aujourd'hui, quand c'est un poulet non halal ou halal, en dehors du rituel religieux, ils sont tués de la même manière. Ils sont attachés par les pattes, on les coupe, et puis voilà quoi. Mais concrètement, à ce sujet-là, pour ma part, moi je mange des produits halal. On se pose pas la question quand on va manger un couscous au restaurant si c'est halal ou pas halal. C'est halal ou halal certifié. Mais et aujourd'hui sur KFC, si les restaurants mettaient halal qui font du couscous en comparaison avec KFC, est-ce que les gens iraient manger un couscous ou pas manger un couscous quoi? C'est une vraie bonne question, François. Il y a une chaîne très connue sur le plan des couscous
qui précise halal ou pas. Hein. D'accord, ok. Achour, vous vouliez réagir? Oui, bon, après, c'est vrai que là, maintenant, comme on dit, depuis que la halal arrive en force, et surtout que c'est proposé dans beaucoup de restaurations de plus en plus, que la traçabilité est importante, mais il faut savoir que le halal, déjà, était instauré dans beaucoup de restaurations, même françaises, depuis un certain nombre d'années, mais ça n'était pas dit. Moi, par exemple, je connaissais un pizzaiolo, c'était pas marqué, mais il connaissait, il savait, t'inquiète pas, c'est halal, regarde mes merguez, voilà, je les ai achetés à Rungis, etc. Mais ils ne le disent pas pour éviter de faire fuir des clients. Ouais. D'accord, pour éviter de faire fuir des clients. Mais maintenant, c'est bien qu'il y ait une traçabilité. Mais par contre, moi, je voudrais aller plus loin, parce que moi, j'étais en supermarché, je voulais acheter des poulet, je voyais, bah tiens, il y a du halal, poulet français. Mais quand on regarde, c'est élaboré en France. Ils n'en disent pas plus sur l'élevage. Est-ce qu'ils ont été élevés en Ukraine, en Pologne, n'importe où, et après envoyés en France pour être après ensuite abattus et mis en barquette en France, d'où élaboré. Et ça, pour moi, il y a beaucoup de... vous allez dans un restaurant, vous leur demandez, qu'ils vous disent non, on ne sait pas, etc., dans une boucherie. Ça devrait être obligatoirement on devrait pouvoir, comme on pourrait consulter un arrêté municipal dans une mairie. Vous avez raison. N'importe qui a le droit de pouvoir consulter les factures, tout ça, etc. Quand on va dans ça devrait être indiqué peut-être sur la carte. Vous avez raison. Restez avec nous, Achour. 0826 300 300. François est avec nous de Nîmes. Bonsoir, François. Bonsoir, François. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Meilleur également, oui. Voilà. Je donne mon exemple concret, quoi. La dernière fois, je suis allé dans un genre de McDo et j'ai demandé à ce que la viande ne soit pas halal. Et on m'a dit, c'est pas possible, tout est halal 100%. J'ai dit non, mais je veux pas halal. Bon, ben, elle m'a dit, tant pis, vous allez repartir, vous pouvez pas manger parce que c'est pas halal. Et derrière, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de raciste. Alors je me suis retourné, j'ai dit, attendez, moi je suis un défenseur des animaux, je suis contre la souffrance animale, je suis pas d'accord qu'on égorge une bestiole vivante, quoi. C'est un endormissement. Mais qui vous a insulté, les clients ou Non, les clients derrière, on m'a dit, respect raciste, c'est tout, mais je te bête ou quoi? Je suis contre la souffrance animale, c'est tout. C'est vrai qu'il y a un amalgame des choses. En fait, on a 60 millions d'amis en France. On est connu pour être le pays le plus protecteur des animaux. Et c'est là où on égorge le plus à vif. Donc il y a vraiment une contradiction. Le fait de la défense animale. Brigitte Bardot, elle était contre ça aussi. Vous vous rappelez, elle a lutté, elle a fait mettre des pistolets pour assommer des bestioles, pour pas qu'on les mange, pour pas qu'on les égorge à vif. Ce qu'on appelle l'étourdissement, qui me semble, qui pour moi devrait être en 2026 obligatoire et pratiqué, parce que désolé, je veux bien que des préceptes religieux qui ont 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, ce qu'on veut, très bien, mais désolé, l'espèce humaine a su évoluer quand même avec le temps, et saigner une bête à vivre, moi je trouve ça mais odieux. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Là, la loi est très dure sur d'autres plans et très laxiste, en tout cas sur ces plans, sur ce plan des restaurateurs. Peut-être que effectivement, il faudrait que les consommateurs à un moment donné disent, on veut savoir exactement la traçabilité, ce que c'est, comment ça a été fait, et voilà. Et il y a un petit flou. Et puis surtout, pardon de revenir à mon obsession, je ne voudrais pas qu'on tombe dans un monde où la liberté se réduirait de plus en plus. J'imagine demain on aille dans un restaurant où toutes les options religieuses seraient respectées, mais où celui qui ne croit pas n'aurait pas le droit de manger. Enfin, ça devient hallucinant. Il faut faire très attention à ce monde qui risque de devenir très étouffant avec ces prescriptions. En tout cas, merci beaucoup. Merci Achour, merci Patrick, merci François. Vous restez avec nous dans un instant. L'un de nos auditeurs sera nommé ministre, vous le savez, à chaque fois. Bah oui, ministre, et aujourd'hui ministre. De la chance. Bah aujourd'hui, il sera député européen. Même pendant 5 minutes. C'est bien ici. Et ensuite, le qui c'est qui l'a dit. Il est particulier ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des politiques, mais il y a aussi d'anciens politiques et des films. C'est moite-moite. Voilà. Super. Vous allez voir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et pourquoi on n'inviterait pas Philippe Bilger à cette émission? Ah, mais dis donc, il est là. Bien sûr. Et je bénéficie d'un privilège. Ben oui, pourquoi on n'inviterait pas Virginie Calmels? Mais elle est là aussi, c'est dingue. Présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain, et présidente de Croissance Plus. Et puis on voulait une personne de la société civile, un chef d'entreprise classique. Pascal Giral est avec nous. Ça va, Pascal? Ça va, Pascal, très bien, très bien. Ça vous fait quoi d'être en face de Virginie Calmels? Très impressionné. Philippe Bilger. Très impressionné par les vrais Il apporte beaucoup d'équilibre. Voilà,
une certaine sérénité. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous avez raison tout le temps. Non, je dis pas, j'essaye de... Vous emballez pas non plus. Hein. Et pour l'instant, là, nous allons nommer quelqu'un député européen. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Frédéric qui nous appelle de Blagnac, notre nouveau député. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est votre vraie voix ou vous accentuez un peu le côté bonsoir? Alors, c'est ma vraie voix. Alors, la seule question que je me posais, c'est est-ce que ça m'ouvre de nouveaux droits à la retraite parlementaire ou pas? Très bon. C'est pas mal, ça va durer... Vous avez un assistant parlementaire ou pas? Voilà, ou d'un assistant parlementaire, Cécile, éventuellement, si vous avez 5 minutes de libre. Avec plaisir. J'ai peur que 3 minutes en matière de retraite, vous gagnez pas grand-chose. Mais bon, en tout cas, faites-nous vos propositions et on parlera de vous dans les hautes sphères. On vous écoute, monsieur le député. Merci. Alors, j'en aurais deux ou trois, mais une des premières, alors, je ne connais pas, j'entends parler du Mercosur comme un grand nombre de Français, je ne connais pas spécialement tous les aléas dessus, mais ce qui m'inquiète, c'est au niveau des produits alimentaires. Oui. Et il y a l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux consacré à la protection des consommateurs européens. Et j'aimerais éventuellement qu'on puisse la modifier et l'amplifier et ne pas, je dirais, créer un logo non conforme, je dirais, à la réglementation française sur les produits importés par le Mercosur. Oui. Ou avoir une traçabilité dessus qui mette en évidence véritablement tous les pesticides et autres utilisés par les produits non conformes à la réglementation française. Ou peut-être un logo non conforme à la France. Mais ce serait génial. Mais entièrement d'accord avec ce que dit Frédéric. Parce que c'est exactement ce que disait... Monsieur le député européen. Oui. Parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si on mange halal, on veut savoir que c'est halal. Si on mange de la viande qui a été nourrie aux OGM ou qui a été piquée à l'hormone de croissance, j'estime, parce qu'on nous dit que c'est interdit, mais à mon avis, quand ça rentre, comme il y a trop peu de contrôle, quand ça arrive, ça doit bien rentrer, et que c'est le droit du consommateur à être informé de tout. Ah oui, c'est ça, c'est encore... Et d'autant plus que c'est déjà prévu sur la Charte des droits fondamentaux à l'article 38, puisque dans l'article 38, il y a non seulement la citoyenneté, etc., mais le droit à la défense des consommateurs. Donc il suffirait simplement de s'appuyer dessus, d'agrandir, je dirais, ce phénomène. Et puis un autre paramètre qui sera un paramètre d'économie. D'accord. Alors qui ne ferait pas plaisir à certains de mes collègues, mais le Parlement européen à Strasbourg n'est ouvert qu'une semaine par mois. Donc, pourquoi conserver à la fois et Bruxelles et Strasbourg et ne pas, à la limite, muter les deux, ce qui ferait déjà un exemple d'économie au niveau de budget européen. Mutualiser, vous voulez dire, mutualiser. Les deux, c'est ça. Ouais. À mon avis, votre seconde proposition a peu de chances d'être accueillie. Mais elle est excellente, hein. Elle est excellente, oui. Je partage. Et ma troisième proposition serait... Et ma troisième proposition serait de revenir peut-être à un contrôle un peu plus ferme aux frontières, notamment en termes d'immigration dessus, et rétablir peut-être un contrôle de garde-côte, et pourquoi pas aller aussi sur une amélioration des conditions pour nos marins-pêcheurs. Allez, vous mettez tout le monde à dos, c'est ça qui est bien. Donner des moyens à Frontex. C'est que... voilà. Mais il est excellent, un député européen de haute volée. Oui. Non, mais c'est dommage que les élections européennes soient dans si longtemps. On va devoir se passer de Frédéric pendant encore 3 ans et demi. Non, mais c'est une vraie question, Frédéric. Est-ce que vous auriez aimé être politique ou travailler en politique? Oui, mais par ou avoir contre, un engagement alors, avoir un engagement, oui, mais avoir une soumission, non. Donc, ça dépend, certains aiment ça. Non, mais vous êtes un homme libre, vous êtes un homme... voilà, c'est tout le sujet, c'est que vous ne voulez pas tomber dans la compromission. Le problème, c'est qu'il faut être élu. L'engagement des gens de la société civile, souvent, est beaucoup plus libre et beaucoup moins inféodé à des doctrines de parti. Et pourtant, vous l'avez vécu, c'est pas facile. Pour vous, Virginie. Oui, mais c'est vrai que la classe politique n'aime pas trop ça, parce que quand vous êtes autonome, quand c'est pas trop imprévisible, c'est juste capable de pas sombrer dans la compromission pour maintenir un job, mais plutôt juste pour apporter sa pierre à l'édifice du bien commun. Et ça change tout. Le prisme n'est pas le même, et je pense que la classe politique, elle a peur de cette liberté. Absolument. C'est vrai. Et elle a peur aussi d'une liberté parfois de la société civile qui ont exercé en profession libérale ou exercé avec une vue peut-être un petit peu différente que d'une
vue politico-politique, avec une vue pratico-pratique. Et qui font pas ça comme un gagne-pain, qui font ça comme une activité citoyenne. Un sacerdoce. Exactement. Et ça change totalement. Ce serait un sacerdoce. Ouais. Virginie est formidable, mais je la vois pas dans la prêtrise. Voilà, merci en tout cas. Merci, sœur Virginie. Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle qui vous va si bien, si je puis dire. Ah oui. J'ai été ravi d'officier en tant que député européen pendant ces quelques minutes. Et ben voilà. Et ben, à vos côtés. Il faudra nous rappeler plus tard, vous serez peut-être ministre. Attention. Allez, longue vie à Sud Radio, à bientôt. Merci Frédéric. Allez, vous restez avec nous à partir de 19h avec Philippe David et François-Louis Bourneau. Libre antenne sur Sud Radio. Libre antenne, on va parler notamment d'une mairie d'un petit village, 1300 habitants, qui nous a contactés, qui a fait un vidéoclip pour attirer des personnels médicaux, médecins, etc. dans sa ville, qui est absolument génial et très drôle. Et le maire nous a contactés et on va l'avoir avec nous. On va donc parler des déserts médicaux, on va évidemment parler des agriculteurs et ensuite d'un point dont on a peu parlé, on a été contactés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter, la situation des réfugiés ukrainiens en France. Et vous voulez réagir, c'est le 0826 300 300. Mais en attendant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le qui c'est qui l'a dit, je l'adore ce jeu. Allez, on commence. Qui c'est qui l'a dit? Le Mercosur n'est ni une catastrophe ni une chance, c'est plutôt Trump le problème pour le rosé du Sud. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Le rosé du Sud. Qu'est-ce qu'on a eu? Sud. Sud. Le Sud. C'est le Nord. Non, c'est la région, le Sud. Région, alors, du Sud, Ciotti. Non, pas Ciotti. Le patron. Estrosi. Mais non, le patron. C'est pas le président. Muselier. Bonne réponse de Virginie Calmels. Renaud Muselier, président de la région Sud. C'était ce matin sur Sud Radio. Question cinématographique. Dans quel film cette phrase a-t-elle été dite? Mon camarade, il préfère du halaï. Je sais pas qui fait de la résistance. Non. Bonne réponse, Pascal, la 7e compagnie. La 7e compagnie, oui. Prenez des films de fraîche date. On se met à votre niveau. Excusez-moi, on prend des films que tout le monde connaît. Oui, vous avez raison. Qui c'est qui l'a dit? Si vous avez compris le nouveau Front Populaire, c'est qu'on vous a mal expliqué. Qui a dit ça? Alors, c'est un homme politique connu pour ses punchlines. Ouais. C'est le sénateur? Oui, mais lequel? Maluret. Bonne réponse de Philippe Bilger. Oui, il fait durer le plaisir, c'est le sénateur. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? J'adore celle-ci. Les stations-service sont le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Roussel. Oui. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui n'a pas de coup de pompe là. Elle est bonne. Qui c'est? De vous parler de qui? Parce qu'il y a 2 femmes ici. Je plaisante. Question, qui c'est qui l'a dit? Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Michel Audiard. Oui, alors c'est très bon, c'est un texte dit Michel Audiard dans quel film? Gabin. Non. Oui, c'est Gabin qui le dit. Le président. Touche pas au Grisby. Non. Pensez à la Marine nationale. Les vieux de la vieille? Non, la Marine nationale, il y a les vieux de la vieille comme grade. Bon, allez, le Pacha. Le Pacha. On va le mettre quand même, il a dit Michel Audiard, le point pour Pascal. On lui donne. Pas tous en même temps. Allez, Philippe. Tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Qui c'est qui l'a dit? Personne ne rejoindra le PS si le score du prochain congrès est chahuté. Personne ne veut entrer dans la famille où l'on se jette de la vaisselle à la figure, surtout si c'est du Ikea. Qui c'est qui Alors il a de l'humour. Hein. Ouais, il a de l'humour. Il est connu pour ça d'ailleurs. C'est un homme politique. François Hollande. Bonne réponse de Virginie Calmels. Mais 2-2-2, c'est très serré. Hein. Allez, la dernière. C'est à vous. C'est moi, j'adore. Qui c'est qui l'a dit? Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Ciotti. Non. C'est pas Édouard Philippe. Oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Du diable Vauvert. Bravo. Je finis par être lassé par mes victoires. Mais j'ai été battu récemment par René Chic. C'est vrai, vous avez été extrémiste. Absolument. Allez, vous reviendrez dans un instant. On va commenter une petite phrase, celle de Luc Smirat, vice-président de la FNSEA, qui était ce matin chez Perico Légas. À tout de suite. Ah d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger. Vous êtes content, Philippe?
Non, mais vous n'avez pas de micro. Donc. Kikadi, j'ai encore gagné. Vous avez gagné au qui c'est qui l'a dit? Voilà, non, mais en fait, vous avez toujours pas. J'aime bien la seconde heure, ma chère Cécile, parce qu'elle a du rythme. Elle est rythmée. J'aime que les spectacles que la vie devrait avoir autant de rythme que les spectacles. Voilà, c'est ça, du spectacle. Et Une vie sans rythme n'a aucun intérêt. Est-ce que vous pouvez me donner le titre de ce jeu, pour une fois? Le Kikadi. Non. C'est qui dit. Le qui c'est qui l'a dit. Le qui c'est qui l'a dit. Non, le qui c'est qui l'a dit. Mais c'est complexe. Vous n'avez pas une pensée assez complexe? Non. Vous macronisez. Pourtant, c'est. Je peux pas faire deux choses à la fois. Regardez. Qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit. Voilà. Il m'a fallu qu'un quart d'heure. Voilà. Contrôle antidopage pour Philippe Bilger. Virginie Calmels est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, école supérieure technologique de demain et présidente de Croissance Plus. Ça va cette école? Oui, ça va très bien. On continue. Alors, on fait plus d'IA, de data, qu'on ne le faisait au lancement parce que le monde évolue. Voyez, et on pense que nos jeunes ont besoin d'être formés à la data, à l'IA, tout en étant sur les industries créatives aussi. Et voilà, on continue, ça va bien. Pascal Giral, tout va bien? Oui, impeccable. Bon, très bien. Vous êtes Philippe David, ça va? Moi, quand je suis en votre compagnie, à la compagnie des vraies voix, ça ne peut aller que bien. En tout cas, ce matin, dans la France, dans tous ses états, chez Perico Légas, Luc Smessart était avec nous, vice-président de la FNSEA. Écoutez ce qu'il a dit. Les vraies voix Sud Radio. Si on n'est pas capable de changer le logiciel, on appuie sur ce fameux dossier pause. C'est ce qu'on a obtenu sur l'eau, qu'on arrête de nous emmerder à des directives qui n'ont pas d'application, qu'on puisse enfin avoir des éléments en termes de fiscalité pour alléger la barque du poids fiscal de nos exploitations. Et ben là, je me dirige directement vers Virginie, Calmels. Le poids des normes. Je suis tellement d'accord. C'est-à-dire pour toutes les entreprises et les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Et c'est pourquoi il y a autant de soutien de la population. D'abord parce qu'on reste un pays amoureux de cette terre et héritier de sa terre, et qu'on trouve scandaleux que les agriculteurs ne vivent pas de leur travail. Et c'est un problème plus général qui va au-delà de l'agriculture. Trop de normes, trop de régulations, trop de systèmes hyper compliqués qui empêchent la croissance. On nous empêche de bosser en fait. La réalité c'est ça aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs disent stop, on en a ras-le-bol, on est là pour créer, pour bosser, pour faire grandir et pour financer notre modèle, et on est, et alors les agriculteurs c'est une caricature de la transposition européenne inutile ou mal faite, ou donc moi je suis 100% avec eux même s'ils nous bloquent nos rues. Et moi j'ai envie de me tourner vers Pascal Giral, chef d'entreprise qui a vécu. Je rebondis sur ce que disait Virginie. Effectivement, en tant que chef d'entreprise, on peut pas connaître tous les aspects de toutes les réglementations. Donc en plus de ça, on est obligé de faire appel à des spécialistes, des experts, des comptables qui nous coûtent une fortune. Et même des experts comptables. Exactement. Donc, tout ça, ça coûte une fortune. Ça contribue à abaisser les gains de toutes les entreprises, et on croule sous les normes, on croule sous les coûts que ça représente de faire fonctionner une entreprise, et c'est insupportable. Je vous préviens, je dirais une chose, mais on va demander à Philippe Bilger de la répéter. Qui c'est qui est où, le choc de simplification? Bah oui. Ah oui, parce que là, il a été promis par François Hollande, qui a quitté le pouvoir en 2017, donc ça fait quand même bientôt 10 ans, et c'est pire qu'avant. Cette promesse se reproduit assez généralement. Donc qui c'est qui est où? Non mais c'est pourquoi? C'est pour c'est quoi le but en fait? Plus c'est simple, plus c'est pour eux, ça serait visiblement je pense que compliqué. déjà, on a quand même considérablement augmenté le nombre de fonctionnaires, et je ne veux pas leur faire offense, mais forcément il faut aussi à un moment donné occuper son temps, et donc plus vous avez des gens qui sont sur des normes, rappelez-vous pendant le Covid, ce qui a été pondu comme norme entre ce qui était autorisé, ce qui ne l'était pas, les pyjamas en 3 ans, en 5 ans. Voilà. Mais ça veut bien dire qu'il y a une administration qui doit aussi s'occuper, travailler, vous voyez. Et donc je pense, et parfois je crois que c'est la déconnexion entre les métiers de ceux qui font et qui sont au quotidien et de ceux qui sont dans les bureaux, qui ne se rendent peut-être pas compte de la difficulté de l'application de ce qui pondent en fait. On n'a plus le temps et on va vous dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup Pascal Giral, merci beaucoup Virginie Calmels, présidente
fondatrice de Futura, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Merci beaucoup Philippe Bilger. Pascal Girard, je vous ai dit merci. Ah bah oui, vous avez commencé par lui. Ça fait 2 fois. C'est lui qui a eu le droit au premier remerciement. Dans un instant, François Libourneau, Philippe David aux commandes de cette émission. Le Libre Antenne, et on va parler notamment une mairie, bout du pont de l'Arne, à côté de Mazamet, a fait un clip qui viennent de sortir. Ils nous ont contacté, génial, parce qu'ils recherchent des professionnels médicaux, en particulier des médecins, et le maire sera avec nous puisqu'il a contacté les vraies voix. On parlera ensuite des agriculteurs, vous avez vu, entre garde à vue, mouvement devant le ministère, et on finira par une auditrice qui nous a signalé le problème des réfugiés ukrainiens en France qui ont certaines difficultés qu'on devrait pouvoir arranger, à mon avis, avec un peu de bonne volonté. Et moi, j'en profite pour remercier Antoine, François-Louis, avec Maxime, avec Aude et avec Antonin, bien entendu. Et on vous retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Très bonne émission avec Philippe David, juste après Magali Berda. On ne vit pas dans la même France. Bonne soirée à tous. Salut. Premium, le